Basé sur le mémoire Une architecture vernaculaire dans l'œuvre de Jacques Dupuy, ce film montre comment Jacques Dupuy a emprunté des éléments régionaux et traditionnels afin de proposer une architecture humaniste. Bien trop souvent ignoré, ce terme signifie en fait être propre à un pays, à ses habitants. Ce mot serait dérivé du latin vernaculus, esclave né dans la maison. L'architecture vernaculaire, parfois appelée locale ou régionale, est une expression trouvant son origine à la fin du XXe siècle. Il s'agit donc d'une architecture utilisée en un temps, en un endroit, par un groupe de personnes. Jacques Dupuy est un architecte belge né à Carnion, dans le Borinage, en 1914. Il a fait ses études à la Cambre pendant l'entre-deux-guerres, mais a surtout commencé à construire en 1945. Parmi ses principales réalisations, on peut citer des édifices publics comme l'Institut pour aveugles à Glun, le Stade de Carnion, la Cité de l'Enfance l'Europieur à Mons, des logements sociaux à Carnion et à Wam, une école primaire à Frameries qui a reçu le prix de la Biennale de Venise d'architecture. Jean Barthélemy disait de Dupuy « Se souvenir de Jacques Dupuy, c'est voir réapparaître un homme rare et complexe dont le talent éclaboussait tout ce qu'il touchait et qu'une culture profonde avait immunisé contre les modes. » Jacques Dupuy était également artiste. Il aimait peindre et réaliser du mobilier pour ses habitations. On observe également dans son œuvre de très nombreuses collaborations avec des artistes de la région comme Zéphyr Buzine ou Georges Boulmont, notamment en ce qui concerne l'auvent très organique de la maison Cavenel-à-Mons. Cette sensibilité à l'art l'amena également à réaliser les habitations de ses amis artistes montois Georges Spinette et Gustave Camus. Jacques Dupuy est décédé en 1984. Aujourd'hui, contrairement en Flandre et à Bruxelles, aucune de ses réalisations n'est classée en Wallonie. Jacques Dupuy introduit une notion de confort psychologique grâce à un vocabulaire complexe influencé par son expérience personnelle. En effet, Jacques Dupuy arrive à rassembler dans une même habitation des éléments issus de différentes cultures, de différentes époques, tout en obtenant un résultat cohérent. Il crée des ambiances, des émotions. Lors d'un voyage d'études à l'Exposition des Arts et des Techniques à Paris en 1937, Dupuy, mais aussi Roger Bastin et Eugène Delatte, seront impressionnés par le pavillon de la Finlande d'Alvar Aalto. Cette découverte a été primordiale pour Dupuy. En effet, à cette époque, Aalto proposait une démarche parallèle au mouvement moderne, moins utilitaire, plus humaniste et poétique. Mais le pavillon qui marqua le plus Dupuy et ses collègues fut celui de la Pologne. On retrouve dans l'œuvre de Dupuy des similitudes à deux de ses maîtres, le Finlandais Alvar Aalto et le Suédois Gunnar Asplund, deux architectes qui avaient réussi la synthèse entre modernisme et tradition. Il s'inspirera notamment du plan en L des villas d'Asplund, qui était déjà en quelque sorte elle-même inspirée des cottages anglais. Tout comme Aalto et Asplund, Dupuy a réussi à adoucir l'architecture moderne en y intégrant avec beaucoup de poésie des éléments de l'architecture traditionnelle et vernaculaire, à l'aide notamment de matériaux régionaux. La maison type de Dupuy, qui n'est autre que le résultat d'une démarche organique, pourrait se résumer de cette façon. L'intégration de ses œuvres dans le paysage, l'étalement horizontal de la maison dans le site sans étage supérieur, la création de lieux, le dialogue entre les espaces intérieurs et extérieurs grâce à des jardins intérieurs ou des patios, le contact de ceux-ci avec le reste de l'habitation grâce à de larges baies, la recherche de l'intimité et la fermeture par rapport à la rue grâce à l'utilisation de murets. Dupuy refuse l'angle droit. Il éclate le plan dans l'espace du site, il introduit l'angle ouvert et la courbe comme moyen de création de nouvelles perspectives. Enfin, une haute cheminée ancre la maison au sol. Nous pouvons notamment observer ses emprunts à différentes cultures dans la maison que Dupuy a réalisée pour son frère, le Parador. Il s'inspirera du pavillon polonais de 1937 en ce qui concerne la position et l'éclatement de la maison par rapport au site. Le plan en L, les maçonneries chaulées de blanc, les toitures en ardoise seront inspirées par la maison Stena, la villa Snellman d'Asplund et quelques maisons de Charoun. Dupuy s'inspire aussi du donjon espagnol. Le nom lui-même du Parador vient d'ailleurs du mot hôtel en espagnol, qui sont des hôtels qui trouvent leur place dans des châteaux, des forteresses, des couvents, des monastères et d'autres édifices historiques. Enfin, il s'inspire de la ferme ardennaise en ce qui concerne notamment les encadrements cimentés des fenêtres.
Il ne faut pas oublier que Dupuy peignait. Cet aspect lui a permis d'avoir une approche très plastique dans sa composition architecturale. Nous observons par exemple, autour de la porte d'entrée du Parador, un relief en pierre qui contraste avec la façade très fermée. De plus, les fenêtres sont très petites par rapport à la façade, ce qui provoque un effet pictural important. Un effet similaire à celui obtenu dans la villa Snellman d'Asplund. Il traite sa façade comme une toile, ses plans comme des sculptures, et sculpte l'espace et la matière. On retrouve également des emprunts à la culture japonaise dans l'œuvre de Dupuy. En plus du rite de passage et de la mise en scène de l'entrée, que nous verrons plus tard, Dupuy emprunte au Japon l'art du jardin. Il permet à l'individu de retrouver l'intimité dans l'espace. De plus, les relations entre les espaces intérieurs et extérieurs sont très nombreuses. Des recoins forment des patios ouverts où le jardin glisse vers l'intérieur de l'habitation. La façade se déploie, s'explose. Les allèges deviennent des bancs et le sol est en continuité avec l'intérieur. L'utilisation de l'eau, qui en plus d'être un élément supplémentaire dans la scénographie est riche en symboles, permet de faire réfléchir la lumière à l'intérieur de l'habitation. On remarque également dans la maison Huard que dès l'entrée, l'œil du visiteur se trouve attiré à droite par la lumière provenant de la salle à manger au reflet rouge du vitrail de boulement, au milieu par un miroir qui allonge la perspective et à gauche par un plan d'eau qui se perd dans la nature. Dupuy a construit la maison Michaud après avoir effectué un voyage au Japon. Si l'on observe bien les portes intérieures, on peut s'apercevoir qu'il a ramené un élément de l'architecture japonaise, les poignées de porte très basses. Il avait également prévu l'introduction d'un plan d'eau et d'un pont qu'il aurait fallu franchir lors de l'entrée, mais le projet n'a finalement jamais été réalisé. Peut-être était-ce là un autre clin d'œil à une construction contemporaine de la maison Michaud, le jardin de la paix du bâtiment de l'UNICEF à Paris, réalisé en 1956 par Noguchi. Dans de nombreuses maisons de Dupuy, on peut apercevoir une tour. Elle sert parfois de salle à manger, où un apport d'une lumière zénithale est possible, comme nous le verrons plus tard, ou de coin-feu qui abrite en son sein la cheminée. On retrouve d'ailleurs bien souvent le symbole du soleil, symbole de vie dans ces tours. Le feu chez Dupuy est utilisé comme un archétype du refuge, du foyer. Il est généralement au centre de la maison tel un rocher, une tour de Babel, autour duquel se trouve l'intimité, un peu comme une sorte de cocon. Nous pouvons également citer Wright et Alto, qui utilisent le feu tout comme Dupuy, en plaçant le foyer au centre de la maison, à l'intersection des axes de déplacement, le statique au milieu du dynamique. La tour a un rôle de pivot pour la maison. Ainsi, elle est au cœur de celle-ci et permet l'articulation de son plan. Tout comme la cheminée, elle vient clouer la maison au sol en renforçant son horizontalité et créer une tension grâce à une ligne verticale importante. Dupuy tire certainement de ses voyages la notion de rite de passage et de découverte qui provient probablement de l'architecture traditionnelle chinoise et japonaise. Il prouve à quel point il crée une architecture qui se vit et dans laquelle la déambulation tient une place majeure. Sur cette photo, on observe la filiation de Dupuy avec Asplund et son goût pour la mise en scène du jardin. Malgré tout, on remarque que l'architecture de Jacques Dupuy reprend bon nombre de principes de l'architecture traditionnelle de l'environnement dans lequel il a lui-même grandi. Je suis né dans une maison du XIXe siècle, avec un jardin cerné par des murs, et j'ai voulu que les gens vivent de cette manière. Aussi je ne mets jamais à l'entrée que la porte, et il n'y a pas de fenêtre pour montrer son luxe. Je suis contre la vie de château, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'enclos. Un peu à la manière des Chinois, on rentre, et même en rentrant, il y a un petit obstacle, pour qu'on ne touche pas vraiment à la vie que je considère comme particulière parce qu'elle est très rare. La maison est protégée de l'extérieur par un système de murs-écrans qui permettent d'avoir un lieu toujours lié à la nature. Les murets, en plus de jouer un rôle structurel et de créer de nouvelles perspectives, créent un cheminement du public vers l'intime, comme si l'architecture devait se mériter, s'observer, prendre son temps. Un certain érotisme architectural. Cette mise en scène a aussi la qualité d'assurer l'intimité, la privatisation si chère à Dupuy, et son enclos à humain. Ils sont aussi souvent placés en oblique afin d'éviter aux spectateurs de se lasser du paysage. On retrouve une déambulation à travers ces maisons très particulière, presque perturbante, pleine de surprises, créant ainsi une expérience sensorielle importante. Dans la maison Evrart, située à Uccle, on observe cette scénographie de l'espace de l'entrée. L'escalier qui mène à celle-ci est de travers par rapport à la rue.
L'entrée est disposée en hauteur sur un plateau de pierre, la porte d'entrée est surmontée par un auvent des constructivistes avant l'heure et dégage un sentiment très fort. L'intimité des habitants est protégée. On observe cette ritualisation obligatoire dans d'autres de ces habitations. Elle est rarement placée face à la rue et est généralement dissimulée par des murs et des replis afin de lui assurer une certaine protection. Comme si son architecture se méritait et ne s'exhibait pas vulgairement avec une certaine pudeur et timidité propre au caractère de Dupuy. Comme dans de nombreuses de ses habitations, deux espaces coexistent, celui pour vivre et celui pour recevoir. On remarque également que la déambulation est très fluide, car il y a très peu de portes. Dupuy refuse la ligne droite. Il crée un paysage mental, un lieu de recueillement, où le temps semble se figer et où les espaces glissent les uns dans les autres. Les obliques dilatent l'espace et dirigent le regard. Enfin, on remarque encore une fois une opposition forte entre la façade avant et arrière, le fermé et l'ouvert, le public et le privé. Au-delà de ses influences forgées par sa culture personnelle, Dupuy a certainement été influencé par le mouvement moderne qui était en plein essor durant sa jeunesse. Jacques Dupuy suit ses études à la Cambre de 1935 à 1938. De son enseignement de Victor Bourgeois, il tira l'importance de la recherche d'une expression plastique personnelle adaptée à son époque. De Jean-Jules Grix, Dupuy apprendra le rapport à la culture et à la tradition locale à travers l'utilisation de matériaux locaux, les modes de construction traditionnels, le respect de la topographie et le rapport avec l'environnement. Mais aussi la dimension sociale en apportant en Belgique le concept des cités-jardins et en offrant à chacun un lieu de vie où il peut s'épanouir avec l'utilisation de la modernité afin d'améliorer les techniques de construction. On sent dans son œuvre une attention particulière à l'humain. Dupuy fut très sensible à son enseignement, notamment lorsqu'il se vit confier la réalisation des cités de Wam et de Carnion. Il est également intéressant de signaler l'esprit libertaire de Dupuy, en rupture avec nombre de ses collègues à l'époque. Dupuy éprouve une aversion presque viscérale contre toute doctrine. Ainsi, il essayait de se détacher des dogmes imposés par la Charte d'Athènes en refusant l'utilisation systématique de l'angle droit, la conception mécanique et le concept de la machine à habiter cher à Le Corbusier. Ainsi, en refusant le prisme pur, Dupuy crée une architecture troublante qui incite à y regarder de plus près. Cette façon de bousculer et de remise en question du modernisme amène de nombreux spécialistes à qualifier l'architecture de Dupuy comme étant issue du régionalisme critique. Il s'agit d'une approche architecturale s'efforçant de pallier l'indifférence de l'architecture moderne à l'égard d'un site, d'un endroit, d'un lieu, d'un passé, en s'appuyant sur le contexte pour apporter des solutions architecturales tout en utilisant des éléments de progrès issus de la mondialisation. Le régionalisme critique se bat contre les propensions universalisantes du modernisme. Ce dernier prônait par Le Corbusier des réponses universelles, indifférentes aux paysages et aux caractéristiques locales. Un certain nombre d'architectes modernes dans les années 50 se demandaient pourquoi il fallait nécessairement laisser tomber les matériaux locaux pour favoriser le blanc, l'abstrait. Ne peut-on pas revenir à quelque chose de vernaculaire ? Est-ce que la structure doit nécessairement être un objet, ou au contraire, ne pas être indifférente au territoire et contexte dans lequel elle s'inscrit ? Jacques Dupuy était totalement dans cette optique-là. Dupuy a entrepris une recherche d'une voie expressive personnelle, instinctive, autonome et compatible avec le climat belge en gardant certains principes du modernisme. On observe ainsi un certain épurement graphique formel dans ses plans. Il utilise le modernisme avec plus de fantaisie, d'intuition et de poésie, en amenant à la redécouverte de la maison comme enclos et comme machine à rêver, à émouvoir. En opposition à la précision froide de la machine à habiter du Corbusier, la composition et l'éclatement des volumes dans le site sont plus libres, contrairement au modernisme du Corbusier où tout doit être absolument fonctionnel. On observe dans l'œuvre de Dupuy une recherche de salubrité grâce à la mise en valeur des trois domaines suivants, l'air, l'espace et la lumière. Alvar Aalto disait « Lorsque tu dessines une fenêtre, imagine que ta fiancée te regarde à travers. » Dupuy était souvent qualifié par ses clients
comme un sculpteur de lumière. Ainsi, il arrivait à conférer à chaque pièce une identité et une atmosphère propre. En plus des inspirations sûrement obtenues lors de ses nombreux voyages, comme le travail sur l'ombre et la lumière du Japon, Dupuy s'inspirera également du travail d'un autre de ses maîtres, Victor Horta, et l'Art nouveau. De plus, Dupuy voit ses maisons comme un abri. Il veut protéger l'habitant de l'extérieur. Les façades sont bien souvent fermées à rue afin de garder l'intimité des lieux, mais ouvertes vers le jardin. La lumière est donc chez Dupuy une composante à part entière de lieu. Nous rentrons dans un espace sombre, attiré ensuite par la lumière du jardin. Lui qui aime tant la transparence, il maintient la maîtrise visuelle des espaces, la profondeur de champ. Enfin, Dupuy utilise des miroirs placés de façon stratégique qui permettent d'apporter un éclairage supplémentaire à la pièce, dilatent la perception, créent de nouvelles perspectives, dématérialisent les volumes intérieurs et amplifient l'espace. Le miroir devient lui aussi un élément à part entière et souligne encore une fois le désir de mise en scène de Dupuy. Je rendrai complémentaire la question de la lumière et celle des tableaux visuels. Je crois que ces deux choses participent à ce dialogue intérieur-extérieur, tout comme le faisait Dupuy avec ses architectures un peu déhanchées, qui font qu'à chaque fois, il ouvre l'espace sur l'extérieur. La lumière est complémentaire au tableau pour créer ce que j'appellerais la promenade architecturale, c'est-à-dire faite de compression et de dilatation. Quand il utilise par exemple des faux plafonds, rabaissés, avec des matières sombres, on est dans un système de compression spatiale et de pénombre. Puis cette compression anticipe l'ouverture sur le bassin et le jardin. Il y a un appel de lumière et un appel perspectif. Dupuy possédait une capacité à articuler la structure spatiale et la lumière, au même titre que la composition du plan et de la qualification des espaces, tantôt ouverts sur l'extérieur, et donc évidemment lumineux, tantôt introvertis avec de temps en temps une pointe de lumière. Chez lui, on a véritablement des séquences. Lorsque les contraintes administratives ou une orientation défavorable du terrain l'empêchaient d'obtenir des ouvertures satisfaisantes, Dupuy n'hésitait pas à faire appel à des éclairages zénithaux. Selon lui, la meilleure lumière que la Belgique offre est la lumière zénithale. On observe par exemple, dans la salle à manger de la maison Frano, un puits de lumière inspiré du Panthéon romain. Il utilise également un patio pour apporter de la lumière et faire communiquer l'architecture avec la nature. Dans d'autres cas, il utilise aussi un débord de toiture afin de protéger du soleil, mais incliné, afin d'obtenir une lumière en hiver et une protection en été. En manipulant les lumières naturelles et artificielles, chaque pièce se transforme en permanence selon l'heure et la saison. L'utilisation de peintures brillantes noires ou blanches sert également à provoquer une réflexion de la lumière. Les carrelages sont souvent blancs ou noirs dans la cuisine et la salle de bain. Les plafonds, quant à eux, sont peints en noir, s'éclaircissent par réverbération et conduisent la lumière vers l'intérieur. Il utilise aussi un autre archétype, celui des meurtrières, qui en plus de créer des lignes verticales venant contrebalancer l'horizontalité de la maison, apporte de la lumière et crée de nouvelles perspectives à l'intérieur de l'habitation. Enfin, Dupuy est également fasciné par la lumière rasante qui caresse l'architecture et met en valeur la nature même des matériaux. On peut se rendre compte de la maîtrise de Dupuy pour la mise en scène, comme par exemple au stade de Carnion, où il ouvre la toiture pour permettre à la lumière naturelle d'éclairer la statue d'un footballeur stylisé. Au-delà de cette recherche formelle, Jacques Dupuy effectue également une recherche plastique grâce à un certain plaisir retrouvé dans l'utilisation de textures, de matériaux et de couleurs contrastées. Il aplatissait le joint qui revenait sur la brique. Il ne voulait pas que le joint soit marqué trop. D'accord. Et donc, si le joint est comme ça, Oui. on remplit et on déborde un peu sur la brique. D'accord. De façon à ce que ça reste bien plat. Oui. Et vu que c'était blanchi après, enfin peint blanc, on voyait plus qu'une surface. D'accord. Un petit peu ce que finalement, maintenant, on fait avec les briques jointes à la colle, finalement. Oui, On essaye d'avoir l'effet de masse. Eh bien, l'effet de masse, il l'avait comme ça. Donc ça Mais j'avais l'impression qu'il avait cette envie d'un résultat assez brut, assez net. Par exemple, quand on voit les couvre-murs, il déborde rarement du mur. Oui, absolument. Il aimait bien tout ce qui était cubique. Ah oui. Il aimait bien la forme, la plastique, tout à fait élémentaire, etc.
Oui, tous ces détails. Ouais. Etc. Et alors, il accentuait les bords aussi avec son noir, là, Ouais. et les descentes d'eau aussi. Il avait d'ailleurs Vertical. je ne connais plus la composition de ça, parce que quand on le met en noir, ça risque de s'écailler. Enfin bon, il avait un traitement spécial pour D'accord. ses descentes, ça je sais. Avec une peinture spéciale alors. Oui, 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 oui. Et justement, en opposition à ces formes assez nettes, on voit qu'il y a énormément d'utilisation, en tout cas pour les sols, de pierre. Ah oui, la pierre bleue, pierre il bleue. a énormément employé la pierre bleue. Et avec un. Avec un opus Un opus, incertum, c'est ça. tout simplement. Oui. Et Ouais. ça aussi, vous pensez que c'est dû à ces références au monde rural ou au monde plus traditionnel? On voit vraiment qu'il y a une opposition entre la tradition et la modernité ici. Oui, c'est possible. Enfin, il utilisait un matériau qui était vraiment pas trop cher pour une D'accord. fois. Pour faire des Enfin, économies. la brique aussi n'est pas chère finalement. Ouais. En mélangeant sa plastique à des matériaux rustiques, Dupuy a intégré des éléments vernaculaires et des matériaux régionaux. L'œuvre de Jacques Dupuy détient encore bien d'autres secrets. Elle reste là, prête à les livrer à tous ceux qui auront la sagesse de l'interroger.